À l'heure où le Cameroun vit un moment délicat de sa vie sociale, où les Camerounais doivent décider de quel avenir ils veulent se donner pour les 7 prochaines années, à l'occasion de l'élection présidentielle, il y a un paradoxe camerounais que je voudrais relever ici. Un paradoxe camerounais qui tient son essence d'une certaine violence qui mine la société camerounaise et les populations camerounaises. Cette violence a une origine précise, à mon avis. C'est la malgouvernance qui régit la vie sociale camerounaise depuis déjà quelques décennies. Cette malgouvernance qui a entraîné des frustrations, des clivages et une envie d'en découdre. Mais en découdre avec qui? Logiquement, on devrait vouloir en découdre avec une personne, la source du mal, le responsable de notre État. Mais il se trouve que, alors que nous avons tous une même cible, mais des personnes censées logiquement être dans le même camp, le camp de ceux qui ne veulent plus continuer avec le régime RDPC, ce camp est divisé. Et il est violemment divisé. Les gens se détestent. Les gens s'invectivent. Les gens ont la haine les uns des autres. À un point où, moi, ça m'inquiète. Je vais vous faire écouter ici, là, le cri de cœur d'un homme sur qui le Cameroun doit compter. Le peuple camerounais doit compter, car c'est un digne fils du Cameroun, une valeur sûre, une intelligence, mais qui divise, qui est détesté par les uns, est admiré par d'autres, et qui a mal, et qui a exprimé son mal sur le plateau d'un média camerounais, et je vais vous faire écouter, et je me suis dit, bon Dieu, quel gâchis. Quand on voit comment cette personne nous parle du pouvoir de Paul Biya, et les raisons pour lesquelles ce n'est plus possible de continuer avec Paul Biya, vous vous dites, il appartient au camp des assoiffés du changement. Et dans ce camp des assoiffés du changement, il y a une bonne partie de ce camp dynamique, qui veut aussi le chassement, mais qui, je ne sais pas trop par quel mécanisme, qui a raison, qui a tort, qui a fait quoi, mais ce camp-là est en disgrâce, en discorde avec la personne dont je vais vous parler, qui, une fois de plus je dis, est une digne personne de cette République, qui a ses défauts, qui a ses qualités. Mais les qualités mises ensemble font toujours un plus pour la dynamique du changement. Mais hélas, nous nous tirons entre nous. Nous nous détestons. Parce qu'il y a une intolérance, une violence qui est larvée, et qui n'est même pas que larvée, mais qui est devenue ostentatoire dans la société camerounaise, et qui fait le bonheur d'une seule personne, d'un seul camp. Le camp du mal, le camp d'en face. Écoutez ce cri de cœur. Et je vais demander à tous ceux qui savent, de près ou de loin, vont loin dans leur détestation, dans leur violence verbale, physique, vis-à-vis des enfants du peuple, des enfants de la nation. Je dis, c'est un cri de cœur. Ressaisissons-nous. Car la peur du changement par l'autre provient souvent de ce que l'autre fait peur. La peur du changement par l'autre provient souvent de ce que l'autre fait peur. Réfléchissons à ça. Et écoutons David Eboutou. Ça, c'est un cri de cœur qui me parle. Question simple, David Eboutou. Vous qui êtes un habitué des zones en crise, et quand je parle des zones en crise, certains pays africains, vous les avez fait, la Centrafrique, le Congo, le Nigeria, pour ne prendre que ces exemples. Avez-vous l'impression qu'il y a certains indicateurs au Cameroun qui pourraient faire en sorte qu'un discours insurrectionnel puisse passer dans la mémoire de la population? Vous faites bien de rappeler, mon cher ici, effectivement, que j'ai beaucoup sillonné l'Afrique dans ces zones en crise. Et effectivement, je confirme qu'il y a des indicateurs sérieux qui peuvent renseigner de ce que l'élection que nous attendons en octobre 2025 ne se passera pas du tout comme nous le souhaitons. Pour la simple raison qu'il y a des acteurs politiques qui semblent avoir des agendas précis. Vous savez, quand j'ai suivi mon frère et consoeur tout à l'heure, j'ai été un peu inquiet. Je me suis demandé s'il est tchadien, s'il est camerounais. Parce que, cher ami, nous sommes au Cameroun. Vous savez très bien que la violence verbale au plan politique a été injectée dans notre société depuis quelques années de la façon la plus ignominieuse. Après 2018, regardez ce qui se passe pour le simple cadre de l'espace socio-numérique. Vous savez que les expressions nouvelles des néologismes ont même vu le jour. Bouffer la tontine, des choses comme ça. Sardinard. Le sardinard, l'huile de la sardine qui coule, des choses comme ça. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Ce n'est pas pour partager les bonbons. Quand on vous affuble de telles expressions, je crois que chacun de nous, au moins une fois, a bouffé la tontine. Et on sait ce que ça veut dire. Vous savez très bien que la bipolarisation de l'espace politique aujourd'hui est du fait d'un groupe d'acteurs politiques qui appartiennent au MRC, qui, dans leur postulat, pensent que si vous n'êtes pas avec eux, alors vous êtes contre eux et il faut vous combattre avec des pires
abjection. Ils vont même jusqu'à fouiller en dessous de la ceinture pour rappeler à l'espace public un certain nombre de mensonges qui vous concernent pour la simple raison que vous divergez sur des opinions. Et vraiment, qu'on le veuille ou pas, cela naît du fait d'un groupuscule d'hommes politiques qui appartiennent au MRC. Moi, j'en suis une victime et j'en parle avec colère de ces choses-là. Moi, je me lève parfois des matins, je trouve mon image dans toute la toile, dans tout l'espace socio-numérique, peint parfois avec des couleurs bizarres. On m'a donné tous les noms. Je vais éviter de parler de du professeur. Et donc, pour la pudeur, je vais passer outre dessus, mais chacun peut aller taper mon nom sur les réseaux sociaux pour voir ce que ces gens du MRC peuvent faire dès lors que vous divergez de point de vue. Donc, et ça, c'est dingue. Et je veux vous rappeler, parce que vous avez semblé banaliser le fait que, et parler d'un lapsus en convoquant justement le fait que M. Kamto ait convoqué la notion de 50 mois à Paris. Non, c'était pas un lapsus. Pour comprendre la démarche d'un leader de parti politique comme M. Kamto, qui compte dans notre espace sociopolitique, il faut combiner ses discours. Lire ses discours depuis un certain temps pour définir son postulat et saisir sa pensée politique. Et cher ami, vous avez suivi sa dernière conférence de presse. Blaireau vous l'a rappelé tout à l'heure. Quand quelqu'un vous dit que s'il tente, dans quelques semaines, ce qu'il veut faire là, ça prendra ce que ça prendra et les suivants resteront à ranger le pays. C'est pour faire quoi? Pour ranger, pour manger des bonbons? Non, cher ami, il faut être sérieux. Là, nous parlons là des choses sérieuses. Et nous en parlons avec colère parce qu'aujourd'hui, cette violence socio-numérique tend à se déporter dans l'espace physique. Est-ce que vous savez qu'un de vos collègues présidents de partis politiques comme vous, Sylvain Djamène, subit des violences systématiques en ce moment? Voilà. Il y a quelques jours, il garait son véhicule à côté d'une boulangerie. Il s'est fait suivre par des individus qui ont vandalisé son véhicule et qui lui ont envoyé des messages qui ne tirent pas vers lui. Tant que tu critiqueras ce parti politique, notre leader, nous allons te montrer le feu. Sylvain Djamène, je n'ai pas dit m'écouter. Donc, nous dénonçons justement pour anticiper. Parce que ce qui arrive, nous serons tous perdants finalement. J'étais en Centrafrique, j'ai été au Congo, j'ai été au Nigeria, je reviens de Côte d'Ivoire, où effectivement, nous voyons des ingrédients qui ont été en réalité le chaudron qui a constitué à mettre ces pays-là en feu, à des moments précis, sont en train d'être rassemblés ici. Et nous attirons l'attention pour que les différents responsables de ce pays, en charge justement de la sécurité publique, de la gouvernance, etc., fassent leur boulot. Oui, je suis d'accord avec Blaireau. Monsieur Kamto fait terriblement peur. Il fait peur à tous citoyens épris de paix qui rêvent de changement en utilisant les codes normaux. Aller aux urnes, éviter les compatriotes à s'engager, etc., etc. C'est des codes connus. Vous n'allez pas me dire qu'un citoyen, un président de parti politique responsable, décide un matin de contourner les voies requises pour faire basculer les choses au plan politico-institutionnel, les élections de 2020, législatives et municipales, et qu'il s'en soit félicité. 2 semaines avant cette élection, M. Kamto rappelait qu'il n'est pas partisan de la politique de la chaise vide. Tout le monde a suivi, c'est consigné, c'est archivé. Et va finalement au boycott. Et on voit une mode d'individus qui applaudissent ce boycott-là, et même aujourd'hui, jettent le porc sur leur assiette qu'ils ont nourri hier, et ils reviennent nous dire aujourd'hui qu'en réalité c'était une décision stratégique. Mais vous prenez finalement les Camerounais pour qui? Nous ne sommes pas des moutons. Merci. Nous rappelons simplement que ce leader doit faire face à ses propres contradictions. Et faire face à ses propres contradictions, c'est assumer une certaine posture. Mais nous qui savons qu'il s'inscrit sur un certain lignage politique aujourd'hui, disons que le Cameroun, aussi sensible qu'il soit aujourd'hui, ne veut pas de ce type de leader. Il faut le dire avec courage. Merci. Faut pas dire en 30 secondes. Oui. Vraiment, n'ayez pas peur quand en sortant d'ici, que vous soyez affublé, que vous retrouvez vos photos un peu de partout, où on vous traite de tous les noms. David, tout le monde n'a pas ton courage, hein. Tout le monde n'a pas ton courage. Il y en a qui veulent voir également les enfants grandir. Est-ce que vous êtes sûr que tout le monde voit sa voiture vandalisée? Je comprends. Et nous devons disséquer les raisons qui font que des personnes qui ne veulent plus Paul Biya sont prêtes à s'accommoder de Paul Biya pour refuser le changement par d'autres, pas certains. Ça, c'est une question philosophique. J'ai même envie de dire métaphysique. Et le peuple camerounais doit s'occuper de cette question. Au risque de voir le changement ne pas s'opérer. À très bientôt. Écoutez ça. Est-ce qu'il n'y aura pas quelques inquiétudes si le président décide, dans quelques jours, c'est un exemple, s'il décide de se retirer en Vomoka? Il dit qu'il n'est plus candidat. Est-ce qu'il n'y aura pas également de grosses inquiétudes de ce côté aussi? Non, il n'y aura pas d'inquiétude pour la simple raison que notre pays n'a pas besoin de super-hommes, ni de messie. Et d'ailleurs, le messianisme en politique est très dangereux. Il faut sortir de ces logiques-là. C'est ce qu'on voit avec certains acteurs politiques proches de ce que nous dénoncions tout à l'heure. Je suis parfaitement d'accord avec le discours cohérent que Blaireau vient de tenir tout à l'heure. C'est le discours le plus logique qui soit. Quand on est censé, quand on aime ce pays, et quand on l'observe avec l'œil avisé que nous prétendons avoir, c'est ce type de discours qu'il faut avoir. En cette circonstance, vous savez, le RDPC n'est pas un parti politique. C'est un agrégat multiethnique d'opportunistes, quelques jouisseurs qui... les expressions sont pas fortes. Non, c'est la vérité. C'est un parti d'opportunité. C'est-à-dire que je veux être nommé parce que je suis chef de service. Alors j'y entre facilement et puis voilà, j'aurai une lettre de recommandation, Marco Zoripo RDPC et puis je peux passer sous directeur, etc. La preuve c'est que regardez comment les nominations se font dans notre pays, il n'y a pas de traçabilité. Hein, regardez comment ça se passe, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le RDPC qui fait des faits dans notre environnement. Donc voilà pourquoi le RDPC existe ici, existe dans notre environnement sociopolitique. Maintenant plus loin, toujours sur la même veine dont parlait Blaireau tout à l'heure.
qu'on le veuille ou pas, le président a un certain âge. Récemment, j'ai pris un taxi à Abidjan, au Fouet-Boigny, pour aller à Ville. Et le chauffeur de taxi me demandait, vous êtes de quel pays? Je lui ai dit, je suis camerounais. Et il m'a dit, oh, le Cameroun, c'était un grand pays. Hein. Et moi, ça m'a choqué, je n'ai plus adressé, je n'ai plus dit un seul mot. Jusqu'à ce que j'arrive. Cet Ivoirien peut être de très bon. Non, jusqu'à ce que j'arrive. Parce que avec cette exclamation, cet étonnement de ce chauffeur-là, j'ai eu très mal au fond de moi. Pour moi qui ai une simple nationalité, parce que la plupart de nos membres du gouvernement en ont plusieurs. Donc quand ça va péter, tous prendront les routes que nous De toutes les façons, alors, pour l'instant, nous n'avons aucune preuve de la voilà. Ce que je veux dire, c'est que, cher ami, qu'est-ce qui marche dans ces pays aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche dans ces pays? Et j'ai beau chercher, je ne vois pas très bien. Et qu'on le veuille ou pas, cela repose sur un argument que certains mettent souvent des gants pour l'évoquer. C'est le président de la République. Nous aimons beaucoup le président, c'est un patriarche, nous sommes africains, c'est un patriarche. Mais il a un certain âge. Le président a près d'un siècle d'âge aujourd'hui. C'est l'inédit, c'est exceptionnel. Pour nous autres chrétiens, on dit que il a bénéficié de la grâce exceptionnelle du divin. Et donc, être là relève vraiment du miraculeux. Et dans notre environnement, voir des individus, des membres du gouvernement, des compatriotes, en appeler à sa réélection, ça frise un peu les démences. Oh là là. Oui, parce que je reste dans le bon sens. Ils sont libres d'avoir le choix. Oui, certainement. Tu es libre de voter un bonhomme de 30 ans. Vous avez parfaitement quelqu'un d'autre aussi est libre de voter celui qui a 50 ans. Je reste là sur le bon sens. Sur le bon sens. Est-ce que votre bon sens est le bon sens de tout le monde? Certainement pas. Voilà. Ce que je veux dire, cher ami, laissez-moi aller jusqu'au bout, c'est que est-ce que le président Biya aujourd'hui, tel que l'on voit comment le pays fonctionne, qui était vigoureux, qui contrôlait tout, qui pouvait agir quand on dénonçait les cas de corruption dans tel ministère, etc., est-ce que c'est le même qui nous propose la même vitalité qu'il y a encore 15-20 ans aujourd'hui? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans notre système vertical, hyper centraliste du pouvoir, où le président est presque le dieu vivant, il est le roi soleil, la décrépitude, l'incurie généralisée dans laquelle le pays se trouve plongé aujourd'hui, tient en primeur du fait que l'hégémon ne tient plus. Et les collaborateurs qui sont tout autour, qui ont la bonne information, savent très bien que cet hégémon ne tient plus et donc ne fait plus peur. C'est pour ça que les ministrons se permettent donc de faire... Ce sont des ministres, pas des ministres. Oui, des ministres se permettent donc de verser dans le laxisme que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'en vous posant la question presque rhétorique de qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans notre pays, j'aurais voulu commander un seul secteur. Est-ce celui des routes? Regardez l'État de Yaoundé, nous avons la capitale la plus sale d'Afrique, la plus insalubre du monde. À là où il est, qu'est-ce que fait le ministre des Travaux publics? Donnez-moi un seul secteur. Un seul secteur. Regardez l'enseignement supérieur. Nous avons là-bas le ministre le plus vieux au poste. Ça n'existe nulle part ailleurs. Un ministre d'enseignement supérieur qui a passé 20 ans, plus de 20 ans au même poste. C'est l'école. Rien ne marche. Pas de laboratoire, les universités sont tombées des records. C'est un véritable record. Mais alors on aurait voulu célébrer ce type de record sur d'autres cieux en présentant des lauriers. Donc, tout ceci dit que nous, vous savez que je suis à la tête d'un mouvement qui en appelle à une retraite méritée du président de la République. Le président est arrivé là, il avait 29 ans. Des affaires. Quand il rentre de Paris, aux études, ministre chargé des missions de la présidence de la République, 1962, il avait 29 ans. Donc il a tout donné à ces pays. Il a tout reçu de ces pays. Il n'en peut plus. Faudrait qu'il se retire pour se reposer. C'est aussi simple. Et nous savons pourquoi, 30 secondes, et nous savons pourquoi il y a ces appels. En réalité, il y a des gens qui ont plongé le pays dans la situation dans laquelle elle se trouve, et ces mêmes gens ne souhaitent pas, avant de trouver un lionceau qui pourrait faire pérenniser leurs intérêts, que le président s'en aille. C'est pour cela que l'écurie dure aujourd'hui, parce qu'ils sont à la recherche. Et je crois que Biya sera là, mais je crois que ce sera très difficile. C'est compris. Hein. Pour vie de Eboutou, j'ai causé avec un politologue qui n'est pas sur ce plateau. Il me faisait comprendre que le président Paul Biya est de l'ancienne école. Il n'entend pas quitter le pouvoir et qu'il voudrait mourir au pouvoir et avoir les honneurs dus à un chef d'État en fonction qui est mort au pouvoir. C'est également une mauvaise ambition lorsqu'on est un très grand homme d'État. C'est une ambition légitime et personnelle. Et vu le temps qu'il a passé au pouvoir, je crois que cette peur-là, cette hantise-là commence à l'habiter. Est-ce qu'il a confiance en ses collaborateurs, en sa famille politique, au point d'imaginer que le traitement à lui réservé hors du pouvoir pourrait équivaloir à celui qu'il a en ce moment? Je n'en sais trop rien. Mais ce que je sais, comme c'est ma dernière prise de parole, c'est que le président ferait œuvre utile s'il décidait de partir maintenant. Et moi, je suis de ceux qui se proposent, avec des milliers de jeunes de ma génération, d'accompagner le président s'il décidait de sortir. Nous allons protéger son héritage et le célébrer. Moi, je suis un fils du renouveau. Quand le président arrive au pouvoir, j'avais 1 an. Et donc je reconnais que M. Biya, c'est même devenu une question psychologique, parce que je pense que lui, je ne vois que lui et tout. Donc si le président partait même maintenant, je pourrais passer un moment à vide, à me questionner si je suis encore normal. Parce que je n'ai vu que lui, voyez-vous, c'est comme un père finalement. Et il est devenu une figure tutélaire, psychologique, qui en réalité me hante au quotidien. Donc je ne sais même pas, il y a même une peur à en parler, voyez-vous. Donc c'est un problème psychologique en réalité. C'était à peu près la même chose lorsque le président Paul Biya avait décidé, le président Ahidjo avait décidé de partir du pouvoir. Il y a même eu une panique, parce qu'il y avait justement des gens qui pensaient que quand on dit chef de l'État, ça veut dire Ahidjo. On ne pensait pas que quelqu'un d'autre peut être chef de l'État du Cameroun. Donc ça pourrait être le cas du président Paul Biya. Absolument. Et donc fort de cet héritage qu'il nous lègue aujourd'hui, nous voulons continuer à en profiter autrement. Quelqu'un le disait, s'il va maintenant au village, cela serait facile pour nous d'aller le solliciter pour avoir quelques lectures en présentiel de sa personne, pour comprendre pourquoi à tel moment il lui est arrivé de prendre tel acte et pas tel autre. Quand nous avons lu le livre de son ancien secrétaire général de la présidence de la République, Entre mythe, vérité, mensonge, le secrétaire général Jean-Marie Tangara Mbara, vous découvrez quand même que la fonction présidentielle est assez exemplaire. On vous dit que le président arrive au bureau parfois à 8h du matin pour repartir parfois à 3h du matin. C'est incroyable. Il faut qu'on sur homme pour tenir pendant 42 ans comme il a fait. Donc nous pensons qu'en dehors
de ceux qui remplit de mythomanie aujourd'hui, et de lui demander de continuer à assurer sa fonction présidentielle, nous qui l'aimons, c'est-à-dire nous les vrais citoyens qui pensons que nous sommes encore peu lucides, l'invitons à prendre une retraite méritée. David Mouton, j'ai une dernière préoccupation. Lorsque je vous écoute, vous avez la nette impression que ceux qui demandent au président de se représenter en octobre prochain, c'est ceux-là qui n'aiment pas le président. Et vous qui vous demandez au président de prendre une retraite méritée, c'est plutôt vous qui avez un amour pour le président. Absolument, et je vais le redire en d'autres termes. Et je conseille, si le président et ses services spécialisés m'écoutent, qu'il regarde attentivement tout ce qui initie des motions de soutien, d'appel à sa réélection, à sa candidature, d'où dire ou alors d'ordonner quelques enquêtes discrètes, et il découvrira des choses. Il y a tous ceux qui, depuis lors, ont appelé Monsieur le Président à se repositionner, sont en réalité ceux-là qui cachent les choses et qui espèrent que le fait que Monsieur Biya soit toujours là serait en fait une forme d'arbre qui cache la forêt. Et voyez-vous, ils poussent le cynisme noir. Ils imaginent déjà au cas où Monsieur Biya n'est plus là, qu'ils se prononcent pour leur laisser un petit lionceau, qui pourrait aller dans le sens de protéger toujours leurs intérêts. Mais nous disons, et je sors par là, car en réalité, ils ne l'aiment pas. Ils le détestent même. En fait, ils aiment les avoirs qu'ils ont par le paravent de Monsieur Biya. C'est nous qui l'aimons. Et il doit nous écouter. Et nous qui sommes sincères, qui pensons que nous allions le protéger s'il part de là, nous lui disons, Monsieur le Président, sortez du carcan de ces sorciers et rejoignez-nous. Nous allons vous protéger, nous allons vous célébrer, si et seulement si vous nous écoutez en décidant de ne pas vous représenter dans quelques mois. Malgré ce diagnostic sans embâche chirurgical, du fait que le Cameroun doit changer de gouvernance, mais David Eboutou en a après le parti, qu'on le veuille ou non, qui est le plus important du Cameroun, en termes de masse de sympathisants et d'adhérents, en termes de popularité, en termes de dynamisme, en termes de revendication des conditions électorales équitables. Logiquement, David Eboutou devrait être un sympathisant de ce mouvement. Mais, quand vous l'entendez, il peut préférer la continuité à ce changement-là. Et ça, il faut s'interroger sur ça. Il faut cesser d'être dans les invectives, d'être dans les insultes, d'être dans la division. Il faut pouvoir rassembler. Ce n'est pas logique que des personnes qui sont censées être dans le même camp, avoir la même ambition, le même objectif, se battent, se combattent. Ça relève de la malédiction. Écoutez David Eboutou. Écoutez-le. Écoutez sa colère. Je confesse qu'il m'est arrivé d'être dur avec ce monsieur, car il avait des positions que j'estimais inacceptables. Mais sachons accepter la différence qui marque l'entité de chaque individu. Sachons être dans la tolérance, aller vers l'autre. Convaincre, pas par la force, pas par la violence, mais convaincre par des arguments. Car il y a des gens qui peuvent être convaincus, qui ne demandent que ça. Ils ne vont pas nous faire des économies d'aller vers eux, d'aller vers ces personnes. Si on est grand, si on est leader, on doit faire la différence avec la foule. La foule est suiveuse. La foule écoute ce que les leaders disent. Ne faisons pas foule pour faire foule. Faisons foule pour être dans la dynamique positive. Écoutez David. Écoutez-le. Et faites tout ce qu'il faut pour que ce genre de colère s'évapore des esprits, des êtres. Avec cette colère, nous n'irons pas loin. À très bientôt.